Mais pour ceux qui ne comprennent pas ce concept, je le comprends car j'ai eu l'occasion d'en parler auparavant. Mais dites-moi, comment les entreprises pharmaceutiques peuvent contrôler notre façon de penser et prendre le contrôle de toute l'industrie pharmaceutique? Premièrement, qu'en pensent les médecins? Et deuxièmement, comment contrôlent-ils cela? Tout d'abord, ils le font grâce à l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Si je vous donne une bourse, vous pourrez étudier ce pourquoi je vous ai donné une bourse. Donc, ils dirigent beaucoup de recherches avec leurs milliards de dollars. Ce qui est intéressant, c'est que le journal anglais de la médecine a fait une enquête, afin de déterminer si les recherches étaient financées par le gouvernement, ou par des organismes privés, d'agences pharmaceutiques. Le résultat fut que l'industrie privée paya 4 à 5 fois plus d'argent pour la recherche, comparé à ce que donna le gouvernement, sans aucun intérêt spécial derrière cela. Dès lors, il y a une manipulation de l'information. Vous vous dites qu'ils trichent, mais je dis qu'ils sélectionnent les informations pour que ça aille dans leur sens. Pourquoi? Parce que si j'obtiens une bourse d'eux, et que je leur dis, oh désolé, j'ai vérifié vos informations, et ça ne fonctionne pas, je n'obtiendrai jamais d'autres bourses de leur part. Alors, est-ce que les médecins nous mentiraient? Ils ne mentent pas, mais ils choisissent les informations qui soutiennent leur point de vue. Ils ont déjà une conclusion avant même d'avoir fait l'expérience. Même dans une étude en double aveugle? Il n'y a aucune étude réalisée en double aveugle. Donc, chacun apporte ses idées préconçues à chaque étude. Par conséquent, même les agences pharmaceutiques choisissent quelle chose à trouver, car ils savent qu'ils auront les résultats escomptés. Absolument. Et l'une des choses qu'ils essaient d'éviter, ce sont les gens qui répondent positivement à l'effet placebo. Car l'effet placebo perturbe toutes les données. Un fait simple, qui peut en énerver plus d'un, mais un médicament comme le Prozac, dans des tests en laboratoire, n'a pas plus d'effet qu'une pilule de sucre. Et voici comment des milliards de dollars par jour sont dépensés pour l'achat de Prozac ou de statines. Les pilules statines ne fonctionnent que sur 3% des gens qui les prennent. Et elles provoquent des effets secondaires dangereux dans 23% des cas. Donc vous aidez 3% avec le médicament et 23% d'entre eux deviennent toxiques. Et ce sont des médicaments. Pour combien de temps devez-vous en prendre? Combien de temps voulez-vous vivre? Vous savez, ce sont des vendeurs de médicaments. Ce sont des bons vendeurs de médicaments. Et je voulais vous parler de l'effet placebo, mais ça a déjà fait l'objet de nombreuses études. Vous savez, un tiers des cas étudiés, c'est énorme. Le fait d'avoir un effet positif grâce à une pilule de sucre. C'est vrai, et quand je parle de cela aux gens que je connais, ma famille, mes proches, mon père, je lui demande qu'est-ce qu'il se passe? Il me dit alors qu'il est dans cet état, alors il prend ceci et cela, plein de médicaments. Vraiment, mais qu'est-ce qui cloche chez lui? On dirait que tout le monde est sous traitement de nos jours. Ça va au-delà de toute croyance, car on envoie les publicités toutes les 10 minutes à la télévision, il y a toujours un nouveau médicament. Et ça s'imprègne dans leur esprit du genre, votre vie va mal? Regardez ces gens si heureux, ils ont pris ce médicament et voyez comment ils sont si heureux maintenant. Et les gens croient à cela. Les médicaments tuent 300 000 personnes par an. Les médicaments pharmaceutiques tuent environ 300 000 personnes chaque année. Et tout le monde se dit que c'est le prix à payer pour l'avancée de la médecine. Il y a donc eu une guerre des médicaments qui tua près de 30 000 personnes. D'un coup, vous avez une guerre, car 30 000 personnes sont mortes, 300 000 autres personnes sont mortes, mais c'est le business, comme d'habitude. Beaucoup de gens hallucineraient devant de telles statistiques, mais je pense que vous avez raison. Dans toute cette grande guerre pharmaceutique que nous avons autour du globe, toutes ces overdoses, toutes ces histoires choquantes, et tout ce qu'on voit dans les films, 30 000 morts, contre 300 000, dus à des médicaments pharmaceutiques prescrits. Vous voyez ça à la télé, vous allez chez votre médecin, et vous l'avez, ça en dit long. Mais comment peuvent-ils réellement contrôler le sujet dans les écoles de médecine? C'est une chose qu'ils puissent contrôler les études, mais comment peuvent-ils contrôler ce qui est enseigné? D'où vient le financement? D'où vient l'argent dans les écoles de médecine? Qui est payé? Les médecins sont payés. Ils sont payés pour prescrire des médicaments. Ils ont cette jeune femme qu'ils ont choisie, qui sont les représentants des labos. Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'il y a quelques hommes, mais la plupart d'entre eux sont de belles jeunes femmes. Pourquoi? Elles marchent dans le labo, vous sourient, vous donnent des échantillons, distribuent des médicaments. Et ce qui s'ensuit, c'est que le médecin prescrit ces médicaments à ses patients. Voilà l'histoire, même les films en parlent. C'est une vraie histoire. Les écoles reçoivent donc de l'argent des agences pharmaceutiques. Et la recherche est un domaine énorme, immense. Les gens ne comprennent pas que lorsque j'enseignais à l'école de médecine de l'Université du Wisconsin, je donnais 6 conférences par année. Le gouvernement et les gens à cette époque s'indignaient. Vous payez ces professeurs avec autant d'argent, et certains professeurs comme moi ne donnent que 6 classes par an. Et la vérité éclata. Quand je recevais une subvention, l'école recevait 56% en extra sur cet argent.
Donc, si je recevais 100 000 $ de subvention, l'école recevait aussi 56 000 $ pour le fait que j'ai reçu une bourse. Ils appelaient ça les frais de générosité. Et combien cela faisait au total? Les chercheurs rapportaient environ la moitié de l'argent requis pour faire fonctionner une université. Ils disaient alors, ne blâmez pas la vache à argent s'il ne fait que 6 cours par an. Il rapporte de l'argent, bien plus que son propre salaire, et cela aide l'école. Alors, la recherche est très commode pour une université, car ça compense leurs dépenses. Donc, c'est du racket? C'est du racket. Alors, tout ce prestige, quand on voit toutes ces écoles parfaites, si nobles. En coulisses, c'est surtout de l'argent sale. Exact. On me demandait d'obtenir une subvention. C'est ce qui me permettait d'y avoir ma place. Où trouver tout cet argent? Vous pouvez l'obtenir du gouvernement, mais le budget diminue chaque année. Les subventions privées, comme l'Association de la dystrophie musculaire, la Société américaine du cancer, toutes ces sociétés supportent financièrement la recherche pharmaceutique. Comment briser ce cercle? Comment pouvez-vous lutter contre ces immenses compagnies? En les boycottant. Vous vous demandez comment vous pourriez arrêter d'acheter leurs produits? La réponse vous rendra plus fort, car vous êtes celui qui contrôle tout ça. Vous devez comprendre cela. Si je prends une pilule et que cela m'affecte, la raison pour laquelle cela m'affecte, c'est parce que j'ai déjà un équivalent naturel de cette pilule dans ma propre biologie. Vous ne prenez pas une pilule pour que cela active un récepteur de cette molécule et l'active, de la même façon que vous aviez cette protéine réceptrice, mais pour une pilule que vous pourriez ne jamais prendre, ce serait idiot. Donc, si un tel récepteur pour cette molécule existe, alors c'est que ce récepteur était déjà là, car vous produisez déjà cette molécule naturellement. Donc, quand on fume un joint, il y a une molécule appelée tétrahydrocannabinol. Et devinez quoi? Vous avez des récepteurs pour ça, car vous en fabriquez vous-même. Donc, l'idée c'est que si vous voulez obtenir l'effet de cette drogue, devez-vous prendre quelque chose d'extérieur pour cela? Bien sûr que non. Vous devez juste changer votre état de conscience, car vous fabriquez déjà tous les équivalents de chaque molécule maintenant. Mais si vous ne fabriquez pas l'une d'entre elles, cela signifie que votre conscience ne vous aide pas pour votre santé. C'est donc un ajustement de votre niveau de conscience, et non un ajustement de votre biologie interne. C'est donc un changement d'état d'esprit. De se dire que la solution ne se trouve pas dans une pilule, que nous ne sommes pas victimes, de ne plus voir la vie de façon fataliste en se disant que notre futur est prédéterminé. C'est ce qu'on pensait avant dans le domaine de la génétique. Oh, vous avez ce gène du cancer, mais il n'y a pas de gène pour le cancer, c'est totalement faux. Je peux vous le dire aujourd'hui, il n'a pas de gène qui provoque le cancer. Aucun. Certains diront, ok, mais regardez Angelina Jolie, elle a eu une double mastectomie car elle avait le gène BRCA1. Je leur dis, oui mais 50% des femmes qui ont le gène BRCA1 n'auront jamais ce cancer. Ce que ça veut dire? Si le gène provoque le cancer, comment 50% des femmes qui ont ce gène peuvent ne pas avoir de cancer? La réponse est que le gène seul ne provoque pas le cancer. Il y est associé, mais ne le provoque pas. Vous devez avoir des stimulus dans votre vie qui se produisent et le gène sera activé. Quel genre de stimulus? Pour le cancer, principalement la colère. Est-ce que c'est prouvé, ou juste une théorie? Il y a des points communs qui réunissent les patients atteints du cancer. Quelles sont les caractéristiques d'un patient atteint d'un cancer? La plupart d'entre eux sont toujours en colère dans leur vie, ils ne sont pas heureux, ils ne libèrent pas leurs émotions. Le stress peut bloquer quelqu'un. Et la chimie du stress, le stress est un agent chimique. Et voici un fait avéré, 90% des visites chez le médecin sont dues au stress. Comment le stress peut-il provoquer cela? La réponse est simple. Le stress libère une hormone appelée cortisol, l'hormone du stress. Que fait le cortisol? Premièrement, il modifie le sang situé dans les viscères. L'entretien et la guérison du corps proviennent de tous les organes. Donc le stress fait que les vaisseaux sanguins se resserrent. Cela pousse le sang dans les bras et les jambes. Le stress signifie que vous êtes prêt à fuir ou combattre. Donc, vous dirigez toute l'énergie là où vous en avez besoin, les bras et les jambes. Comment ça arrive? En serrant les vaisseaux sanguins dans les viscères. Les organes sont faits pour la croissance. Les bras et les jambes sont faits pour se protéger. Ce que ça veut dire, que si j'ai besoin de me protéger, je ralentis la croissance. Et plus important encore, les hormones du stress ralentissent le système nerveux. Cela pour économiser de l'énergie, par exemple, si vous étiez pourchassé par un tigre à dents de sabre et que vous aviez une maladie bactérienne. Comment voudriez-vous diviser l'énergie? Combien d'énergie voudriez-vous pour fuir, et combien d'énergie voudriez-vous pour combattre la maladie? Pensez-y, si le tigre vous attrape, la maladie est dérisoire. Donc, quand vous êtes stressé, les hormones du stress ralentissent le système immunitaire pour économiser de l'énergie. Est-ce que le système immunitaire consomme de l'énergie? Bien sûr. Vous avez sûrement déjà été tellement malade que vous étiez cloué au lit, sans pouvoir vous lever. Et quand vous êtes en mode fuir ou combattre, vous avez besoin d'énergie pour faire face au monde.
Les hormones du stress agissent physiquement sur le système immunitaire quand vous êtes stressé. C'est à ce moment-là qu'on tombe malade. En fait, le stress est tellement efficace pour ralentir le système immunitaire que les médecins en donnent aux patients qui s'apprêtent à être greffés, d'un rein, d'un poumon, peu importe ce qu'on leur greffe. C'est du tissu étranger. Si vous greffez un organe étranger dans votre corps, le travail de votre système immunitaire, c'est de l'éliminer. Donc, quand il transplante un organe, il donne aux patients des hormones du stress en même temps. Car les hormones du stress vont ralentir le système immunitaire, ce qui fera que l'organe ne sera pas rejeté tout de suite. Voici à quel point c'est efficace. C'est utilisé thérapeutiquement pour ralentir le système immunitaire. Pourtant, tout le monde aujourd'hui, mis à part certains, se situe à un certain niveau de stress. Du stress au travail, pour l'argent, la santé, peu importe la raison. Chacune de ces personnes libère des hormones du stress, de façon constante dans leur corps. Ces hormones inhibent le système immunitaire, et le résultat, c'est la maladie. Puis, si vous stoppez la croissance, vous allez me dire, oui mais je suis un adulte, je n'ai pas besoin de grandir. Je vous réponds, oui mais vous devez remplacer des centaines de milliards de cellules que vous perdez chaque jour. Comme je le disais, nous en sommes à 2 milliards de globules rouges perdus, maintenant. Donc, Angelina Jolie n'aurait pas dû faire une double mastectomie? Ce n'est pas ce que je dis, elle doit juste comprendre ceci. Le gène n'a pas provoqué le cancer. Mais c'est surtout dû à un style de vie. Et si vous changez le style de vie, vous n'avez plus à vous préoccuper du gène. Mais le problème, c'est que 95% de notre vie vient de nos programmes que nous avons acquis lors des 7 premières années de notre vie. Le film Matrix, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un documentaire. C'est un fait que chaque être humain, durant les 7 premières années, est sous hypnose et absorbe toute l'information. Un enfant de moins de 7 ans a des ondes cérébrales basses. Si vous mettez un casque sur la tête de quelqu'un pour un électroencéphalogramme, vous pourrez lire son activité cérébrale. Un enfant de moins de 7 ans a une fréquence moins élevée que celle de la conscience. On appelle cette fréquence θ. θ, c'est l'imagination. Si des enfants jouent à la dinette avec des jouets, pour eux c'est réel. Si un enfant enfourche un balai, ça devient un cheval. C'est ça θ, c'est l'imagination. Et θ est aussi le stade d'hypnose. L'idée c'est que, avant de devenir conscient, si vous n'avez pas déjà quelques programmes d'installer, de quoi serez-vous conscient? C'est comme si je venais d'acheter un nouvel iPod, je le sors de la boîte, appuie sur Play, et rien ne se passe. Je me dis alors que j'ai dépensé tout cet argent, et ce truc ne fonctionne même pas. Alors, de la même façon pour un enfant de 7 ans, si vous n'avez téléchargé aucune musique, comment voulez-vous jouer quoi que ce soit? Eh bien, c'est la même chose. Le cerveau est comme l'iPod. La conscience est l'écran sur lequel je peux créer. Mais si je n'ai rien d'écrit dans le disque dur, je ne peux rien créer. Donc la nature a prévu que les 7 premières années soient faites pour ça. Quel genre de programmes sont requis pour vivre sur cette planète? Comment pouvez-vous les obtenir? θ, c'est de l'hypnose. Vous ne faites qu'observer. Observez vos parents, observez vos frères et sœurs, et les autres, car vous devez apprendre combien de centaines de milliers de règles? Pensez-y, juste pour être un membre fonctionnel de votre famille, ou un membre fonctionnel d'une communauté, il y a des règles. Vous apprenez ces règles à un enfant. Mais vous n'avez pas besoin. Les 7 premières années, ils observent et les absorbent. En quoi cela est pertinent? C'est un fait regrettable, mais 95% de notre vie, c'est un fait, provient de nos programmes stockés dans le subconscient. Chaque jour dans votre vie, vous utilisez seulement 5% pour la conscience créative, 5%. Alors votre vie est déjà vécue, même si vous pensez que vous vivez pleinement votre vie. Exactement. Et vous ne le voyez pas, car c'est ce qu'on appelle le subconscient, en dessous du conscient. Les jésuites, pendant 400 ans, savaient cela, et les gens ne comprenaient pas. Ils disaient, donnez-moi un enfant jusqu'à ses 7 ans, et je vous montrerai quel homme il sera. Ils ont dit cela pendant 400 ans, car ils savaient que 7 ans était la période de formatage, et que 95% de votre vie après cela sera basée sur ces programmes. Donc, Angelina Jolie fait partie d'une famille dans laquelle il y a le cancer. Je vous dis, oui elle a le gène, mais ce n'est pas ce qui a provoqué le cancer, c'était plutôt son comportement qui lui fut transmis. Les comportements sont transmis, non par les gènes, mais par la famille. Ils sont transmis par l'éducation familiale. Dans votre conférence sur la biologie des croyances, vous avez fait cette analogie à propos d'une caméra et d'un œil. De comment la caméra inverse l'image et l'imprime sur la pellicule. Et avec notre œil, nous prenons l'image, elle s'inverse, puis avec notre cerveau nous mettons un filtre dessus pour l'interpréter. Vous parlez donc de cela, les 7 premières années de notre vie, nous mettons un filtre sur chaque chose? Absolument, c'est la base de nos comportements. Il y a des millions de règles, donc vous et moi pouvons regarder une même chose et avoir de différentes conclusions sur le sujet? Exact. Ce que vous voyez est uniquement basé sur la façon dont vous avez grandi. Ce n'est pas nouveau, vous savez. Il y a ce livre célèbre, Père riche, Père pauvre. En gros, ça dit que si vous venez d'une famille pauvre, vous pourriez lutter toute votre vie et essayer de devenir riche, mais sans jamais réussir.
Mais si vous venez d'une famille riche, vous pourriez être stupide toute votre vie, comme Donald Trump, et devenir riche. Non à travers un processus conscient, mais grâce à des comportements inconscients que vous avez absorbés de votre famille riche, quand vous étiez enfant. C'est inconscient. Ils font donc les bons choix, inconsciemment, quand ils utilisent leur esprit conscient, ils deviennent stupides. Mais c'est inconscient. Et c'est la même chose avec les gens pauvres. Les gens pauvres ont des croyances provenant de leur famille. Du genre, tu ne réussiras jamais, la vie est un combat, les temps sont durs, pour qui te prends-tu? Donc, si c'est ce genre de programme que vous recevez, alors vous passerez 95% de la journée à vous auto-saboter. C'est pourquoi les gens pauvres restent pauvres, et les riches restent riches. À cause de leur programmation. J'ai déjà reçu Robert Kiyosaki sur le plateau. Et voilà. Nous devrions élever nos enfants différemment. Est-ce ce que vous suggérez? Tout à fait. Pour les éduquer, comment fait-on? Nous devons reconnaître premièrement que 95% de nos comportements viennent de notre subconscient. Donc, un enfant va tout enregistrer pendant 7 ans. Ils vont vous enregistrer. Vous venez d'avoir un bébé. Ce bébé va vous étudier car vous êtes le parent. La première chose que les bébés apprennent, dès la première ou deuxième semaine de leur vie, c'est qui sont ses parents. C'est très important, car c'est leur point de référence. Quoi qu'il arrive dans leur vie, ils observeront leurs parents en premier. Un enfant qui fait de la balançoire et tombe au sol. La première chose qu'il va faire sera de regarder ses parents. Si sa mère a peur, l'enfant se mettra à pleurer. Mais la mère lui dit, relève-toi et remonte sur la balançoire, l'enfant retournera jouer. C'est comme une réflexion. Vous devez donc savoir qu'un enfant étudiera chacun de vos mouvements. Vous allez vous dire, mon Dieu, si 95% de ses comportements viennent des programmations invisibles, je vais lui transmettre les schémas familiaux. Inconsciemment 95% de la journée. Et aussi ceux du pays, de la société. Oui, peu importe le programme qu'il aura pendant qu'il grandira. À moins que je ne fasse un effort conscient? Un effort conscient de changer vos programmes. C'est très difficile de rester conscient, c'est pourquoi nous revenons toujours dans le subconscient. Car, la pensée, c'est une fonction de l'esprit conscient. Donc, Brian, que faites-vous mardi? Si je vous demande ça, la réponse n'est pas à l'extérieur, elle se trouve à l'intérieur. Donc, au moment où vous réfléchissez, vous arrêtez de conduire le véhicule, car vous êtes allé en vous. Cela ne veut pas dire que quoi que vous fassiez, vous devrez vous arrêter, de marcher, de conduire, ou faire votre job, ce sont des programmes dans votre subconscient, car vous les avez répétés tellement de fois. Le subconscient, c'est l'autopilote. Quand l'esprit conscient est occupé, l'autopilote conduit le véhicule. Le truc, c'est que quand l'esprit conscient est occupé, il n'observe pas ce qui se passe. Disons que nous avons cette conversation dans une voiture. Et ça fait 10 minutes que je conduis. Nous avons cette conversation et d'un coup, je regarde par la vitre. Je n'avais pas prêté attention à la route pendant que nous avions cette conversation. Si vous me demandiez de quoi nous étions en train de parler, je vous dirais, on parlait de ça, puis de ceci et de cela. Mais si vous me demandez, qu'il y avait-il sur cette route pendant ces 10 minutes, je ne sais pas, je n'y prêtais pas attention. C'est le subconscient. Si vous me demandez, comment était votre trajet, je vous dirai qu'il était tel qu'on vous a appris à conduire. Si vous avez eu un mauvais moniteur d'auto-école, alors vous avez eu 10 minutes de mauvaise conduite. Comment puis-je changer le fait que je dois être plus conscient de mon subconscient? Vous devez être conscient de... Vous voyez. Voilà le problème, 7 ans de programmation. Vous vous demandez quel programme vous avez eu quand vous aviez 1 an ou moins, et vous ne pouvez pas le savoir. Donc, 95% de votre vie vient de votre subconscient. Votre vie est le résultat de vos comportements subconscients. Donc, vous n'avez pas à essayer de penser à ce qu'il s'est passé avant. Regardez votre vie actuelle. Les choses que vous aimez et qui viennent dans votre vie, vous arrivent car vous avez un programme qui encourage cela. Mais toutes les choses avec lesquelles vous luttez, que vous avez du mal à concrétiser, pourquoi travaillez-vous aussi dur là-dessus? Inévitablement, vous n'avez pas le programme qui vous encourage à le faire, et vous essayez de passer outre ce programme. Donc, vous n'avez pas à faire beaucoup de choses spéciales ou psychologiques, vous devez juste étudier votre vie et vous demander où se trouvent vos difficultés. Car peu importe ce qui vous crée de la difficulté, inévitablement, il y a un programme dans votre subconscient qui ne vous encourage pas à atteindre votre objectif. Donc, toutes les réponses sont déjà là. Vous jetez un regard honnête sur votre vie et votre histoire. Peu importe le domaine, que ce soit les relations, les affaires, ou autres, et cela vous indiquera à quel endroit il y a des choses à travailler? Bien sûr, je reviens à Angelina Jolie. Elle pourrait regarder sa vie et chercher dans les gènes ce qui provoqua le cancer. Je dis non, regardez votre vie, car ce comportement vous a été transmis par votre mère. Et elle l'a elle-même reçu de votre grand-mère, etc. C'est votre histoire. Ce qui fait que certains ont besoin d'attention. Ils sont en colère contre eux, ne leur parlent plus, etc. En effet. Aujourd'hui, nous reconnaissons cela. Nous essayons alors de faire un changement conscient. Ah, voilà d'où vient le problème. Vous aimeriez connaître d'où vient le problème, peut-être que d'autres personnes aimeraient le savoir aussi.
C'est comme cela qu'on évolue, n'est-ce pas? On doit aller d'un point A à un point B, d'un point B à un point C. J'ai eu 2 vies différentes, durant cette période. Avant que je ne puisse mettre ce savoir en pratique, je dis bien mettre en pratique. Car j'avais le savoir, académiquement. C'était incroyable, je voyais les recherches, et je les comprenais d'une certaine façon. Et malgré tout ce savoir, ça n'a pas changé ma vie pour autant. Les gens lisent des livres de développement personnel. Vous lisez le livre, vous avez le savoir. Mais votre vie change-t-elle pour autant? Non, mais vous avez juste beaucoup de connaissances. Voici la différence, le subconscient est créatif et peut apprendre de toutes les façons possibles. Lire un livre, aller à une conférence, écouter ce programme et votre esprit conscient va s'éveiller. Oui, mais le subconscient n'apprend pas de cette façon. Le subconscient apprend de 2 façons fondamentales. L'hypnose, comme dans les 7 premières années de la vie, mais après 7 ans, comment intégrez-vous de nouveaux programmes? La répétition, la pratique. Vous voulez apprendre à conduire une voiture? Vous n'avez pas appris cela juste en vous asseyant dedans et en tournant le contact. Vous deviez vous pratiquer à conduire. Vous voulez apprendre l'alphabet? Combien de fois avez-vous répété les lettres de A à Z, essayé d'aller de A à Z avant de pouvoir le faire entièrement? Une fois assimilé, vous n'aviez plus à y revenir et réessayer. Donc, 2 façons d'entraîner le subconscient. L'hypnose et la répétition. J'aime la deuxième façon, car il y a une citation qui dit « Fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives ». Alors, si vous n'êtes pas heureux et que vous aimeriez l'être, répétez-vous tout le temps « Je suis heureux, je suis heureux ». Je vous dis que vous n'avez pas l'air heureux, mais vous me dites que celui à qui vous parlez par répétition, c'est votre subconscient. Si le subconscient apprend « Je suis heureux » et que 95% de votre vie vient de votre subconscient, il va arriver un moment où votre subconscient va saisir que vous êtes heureux. Et vous n'aurez plus à vous le répéter. Ce sera automatique. Voilà pourquoi nous voyons autant de gens faire des affirmations de gratitude. Car si vous faites ça tous les jours, ça devient une habitude. C'est répétitif, voici le secret. Coller un pense-bête sur le frigo s'apparente plus à une suggestion, mais ce n'est pas une répétition. Ça ne marche pas vraiment. La répétition, c'est comme une habitude. C'est créer une habitude. Donc, vous devez faire quelque chose religieusement, en le répétant, encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne.